Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode qui, contrairement aux apparences, n'est pas du tout tourné la nuit. Non, il est bien censé faire jour. Donc j'espère que ça ira. J'ai préféré que ce soit un peu plus sombre parce que si j'allume la lumière tout est jaune et c'est pas franchement agréable. Donc voilà, je m'excuse si la qualité de la vidéo est un petit peu grésillante. Mais voilà, c'est comme ça, c'est l'hiver. Voilà, ça fait 3 petites semaines que j'ai tourné le dernier épisode. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai séparé un petit peu les projets que j'avais à vous montrer pour pas que ce soit trop long. Du coup, aujourd'hui, j'ai en fait presque que des accessoires à vous montrer, des petites choses que j'ai terminées et un en cours que je vais vous montrer aussi. Donc voilà, plein de choses à vous présenter, mais des choses un peu plus petites. Donc a priori, je l'espère, cet épisode sera moins long. Mais voilà. J'ai donc une sortie de patron. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 projets finis. Un que je vais à demi vous montrer et un en cours. Voilà. Donc je vais commencer. Vous trouvez tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à aller voir cela. Je mets aussi tous les liens de ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes patrons sur Ravelry et ma page Patreon. Voilà. Je voulais avant vous remercier du coup pour vos retours sur le dernier podcast, sur la discussion du coup que j'avais poursuivi dans cette vidéo. Voilà, c'est toujours un peu délicat. Je suis pas forcément quelqu'un qui m'exprime très bien à l'oral. J'ai un peu tendance à surexpliquer de peur de mal me faire comprendre. Et je sais qu'en général, on est tellement habitué à de la malveillance qu'on la voit un petit peu partout. Voilà, du coup j'avais très peur que ça sonne comme une injonction de faites des trucs compliqués, vous êtes nuls, etc. Alors que c'était pas ça du tout l'idée. Mais voilà, la plupart d'entre vous ont a priori bien compris que voilà, mon seul souci c'était quand les personnes n'avaient pas l'air d'apprécier le tricot qu'elles choisissaient. Et du coup voilà, ils avaient plein de retours très intéressants sous cette vidéo et je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous et j'ai pas pu répondre forcément à tout le monde mais j'ai lu tous vos commentaires et c'était très intéressant en tout cas de partager et de poursuivre cette discussion avec vous. Donc je vous remercie mille fois pour vos retours et voilà. Il y aura un petit blabla aujourd'hui aussi mais un petit peu sur un sujet un petit peu différent. Et je l'espère qu'il sera moins long. Parce que, faut être honnête, vous ça vous amuse quand les podcasts ils font 2 heures, mais il faut bien se dire que du coup ça met 4 heures à être rendu par le logiciel de montage, que c'est super long à être traité par YouTube. En plus moi j'ai une connexion internet qui est lamentable. Du coup voilà, du coup je suis obligée de le faire avec ma 4G. Et même si j'ai la chance d'avoir pas mal de données du coup sur mon contrat téléphonique, c'est quand même un peu pénible. Voilà, ma frange m'embête aujourd'hui, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, je sais pas trop quoi en faire. Voilà. Bref. Faites abstraction. Voilà, je vais commencer du coup avec un patron que je viens de publier sur Ravelry. Et donc c'est mon deuxième patron de ma petite collection études en rose. Donc 4 vêtements tous tricotés en prototype dans des laines vues rose, tous des vêtements avec un petit détail texturé. Et donc on est sur la deuxième sortie de cette mini collection, celle de novembre. Et voilà, donc c'est un pull. Je ne sais même pas si vous l'avez vu parce que je l'ai tricoté très vite. Donc je suis pas sûre de l'avoir montré sur le podcast. Je pense pas. Mais en tout cas, c'est un pull que j'aime énormément. Et je vais vous mettre à l'écran l'illustration qui a été réalisée par ce pull, puisque si vous vous souvenez de la dernière sortie, je travaille donc avec Charline
Charline Illustration, MZD Illustration sur Instagram, qui a la gentillesse de faire pour moi des illustrations pour chacun des modèles de cette collection. Et donc voici l'illustration du pull de novembre, le pull Cherry Wood. Cherry Wood, c'est le nom du quartier où j'étais à Dublin quand je suis allée à Dublin il y a 11 ans maintenant. Et voilà, j'ai beaucoup aimé mon voyage à Dublin. Et je trouvais juste que quand je cherchais un nom pour ce modèle, je trouvais que du coup le rapport au bois de cerisier en fait fonctionnait plutôt bien, puisqu'on est sur un modèle qui est un petit peu végétal, boisé. Voilà, donc Cherry Wood, voilà les petites explications du nom. Vous avez vu le dessin, je vais me soulever pour vous montrer le modèle. Alors qui, voilà, on aime beaucoup le pli. Voilà, je ne sais pas plier mes vêtements, voilà, c'est dit. Voilà. Donc c'est un pull qui se tricote en déca, en laine déca. C'est un raglan top-down avec une encolure assez proche du cou, qui est globalement un peu plus ajustée que les autres pulls que j'ai sortis récemment. Vous pouvez compter 5 cm d'aisance à peu près, moi j'ai 6 ou 7 il me semble. Et voilà, donc c'est un raglan, une forme assez simple de raglan. Et vous avez donc sur les manches ce détail de mailles allongées. Voilà. Moi j'ai fait des manches 3/4, mais évidemment comme tout le temps sur des pulls tricotés depuis le haut, la longueur est parfaitement adaptable, à la fois sur les manches ou sur le corps. Et là vous voyez sur les manches, si vous les faites très longues, vous pouvez même refaire un motif. C'est très facilement adaptable. Au niveau du corps, donc il est droit et l'ourlet sur le bas. Et vous aimez mon jogging? Très bien. Très très belle association ici, Audrey. Alors, le bas du corps est fendu. Voilà. Le dos est plus long et vous avez en fait un système de diminution qui ramène à chaque fois les fentes vers l'intérieur pour que la courbe de la fente soit plus marquée sur le côté. Voilà. Donc c'est un pull qui est plutôt simple à tricoter. Il n'y a pas vraiment de difficulté, il faut juste voilà, apprendre un petit peu le motif au début, qui n'est pas compliqué. J'ai fait une vidéo tutoriel pour vous montrer la manipulation. Et pour ce qui est de la retenir, du coup au tout début vous avez le pas à pas, rang par rang avec le début du raglan et le début du motif. Et ensuite il vous faut tout simplement suivre le raglan et en même temps incorporer le motif sur les manches. Mais alors le motif se retient assez facilement et il est logique en fait. Vous pouvez compter les rangs que vous avez fait avant de les croiser, avant de voilà. C'est sur assez peu de rangs et c'est répétitif. Donc voilà, tous mes testeurs après une ou deux répétitions s'en sont bien souvenus, donc il n'y avait pas de souci sur ça. Mais voilà, donc ça fait des petits V 3 par 3. Et en fait, il s'agit du motif que j'avais utilisé dans le col Vercors, que je peux peut-être vous montrer d'ailleurs, si jamais j'étais organisée. Voilà, le col Vercors que... C'est un podcast athlétique. Le col Vercors du coup qui est sorti en... alors il faisait partie de la box janvier de Anna Lanaï Tricot, du coup qui avait fait une collection de modèles d'introduction aux laines naturelles dites rustiques. Et elle m'avait contactée pour travailler avec elle sur ce projet, et du coup Vercors était le patron du mois de janvier et il est sur Ravelry depuis fin février je crois du coup. Voilà, donc c'est un col et vous avez ce motif de maille allongée aussi, 3 par 3 qui fait des petites feuilles. Et du coup j'avais en fait l'idée de ce pull avant. Et quand Anna m'avait proposé d'utiliser ce dégradé de fado, du coup je me suis dit mais en fait ça serait une bonne idée de tenter de mettre ce motif d'abord sur un col avant de me mettre au pull. Du coup voilà, le col est sorti avant le pull, même si dans ma tête l'idée était inversée, mais maintenant les deux sont là. Voilà. Hop. Voilà. Donc
Ça se fait facilement, le motif est différent selon les tailles parce que forcément si vous avez une plus grande manche, ben, il est un peu plus grand. Certes, selon la laine et selon votre tension, il est possible que vous n'aimiez pas le résultat au début là. Alors ça se bloque très bien. Et moi j'ai pas de trou en fait, si vous voyez. Mais enfin voilà, après blocage il n'y a plus de trou. Mais une de mes testeuses a voulu placer une perle là en fait à chaque fois au début du V et je trouve ça tellement ingénieux et voilà, je trouve ça super sympa comme idée donc je voulais vous en parler. C'est Chantilly Knits sur Ravelry du coup qui a fait ça et elle a fait aussi, elle a stické, elle a fait un cardigan, j'aime un gilet, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ça fait pas mal de fois qu'elle teste pour moi, elle est très gentille de revenir à chaque fois. Et en ce moment elle est dans une humeur gilet, donc à chaque fois elle me demande est-ce que je peux le sticker pour faire un gilet, et oui bien sûr, il n'y a pas de souci, je trouve ça hyper intéressant. Et là en plus elle a mis ses petites perles, donc si vous aimez perler vos tricots, pourquoi pas, ça rend assez bien, c'est sympa. Mais voilà. Que dire de plus, tricoter en déca, moi, je tricote très très vite, moi j'ai utilisé donc de la laine de Woolapuk qui est Ida, qui est une teinturière danoise, tout à fait, le Danemark, les Pays-Bas, tout ça, danoise, qui m'avait envoyé sa laine il y a trop longtemps, très gentiment pour que j'en fasse un modèle. Et elle n'a plus cette base en particulier en ce moment, elle n'a plus de déca, c'est une déca non superwash Merino qui est super sympa. Il y en a pas mal des décas non superwash, Merino non superwash, je vous conseille vraiment d'essayer un jour le Merino non superwash, le Falkland non superwash, voilà, soit c'est estampillé Merino, soit c'est estampillé Falkland, c'est sensiblement la même chose. Au niveau du toucher, le Falkland en fait est un cousin, enfin c'est une sorte de Merino très proche qui vient des îles Malouines, du coup Falkland en anglais. Et c'est une laine qui fonctionne très bien pour ça parce qu'il faut qu'il y ait une bonne définition, il faut que ce soit un petit peu lisse, mais en même temps que ça accroche un petit peu, enfin voilà. Vous pouvez voir les différentes versions test pour vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne sur différents fils. De manière générale, les fils avec une meilleure définition, je trouve que ça marche mieux. Voilà, donc les fils superwash aussi, à condition que ça ne tombe pas trop, comme d'habitude. Mais Woolapuk, donc c'est une teinturière indépendante qui teint vraiment dans des coloris très doux, très pastel, très naturels, voilà, des choses qui sont très apaisantes, moi je trouve. Et du coup là c'est un très joli vieux rose que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait pas trop pastel, qui fait pas trop vieilli, mais en même temps qui est pas rose. Et du coup je l'aime beaucoup. Donc si jamais vous aimez ce type de travail en teinturier, n'hésitez pas à regarder, elle a de temps en temps des écheveaux en vente dans sa boutique. Et voilà. Donc il est disponible sur Ravelry du coup, et vous avez une petite promotion pour la sortie jusqu'à dimanche. Donc c'est le code Cherrywood qui vous donnera moins 20% sur le patron pour ceux et celles qui en ont besoin. Qui ont besoin à la fois du patron là maintenant tout de suite et du code de réduction. Mais voilà, je glisse un petit aparté secret au milieu qui n'a rien à voir avec la situation. Ouvrez l'œil la semaine prochaine. Il est possible, je dis bien il est possible parce qu'il faut que j'arrive, il est possible que je participe à quelque chose qui fait qu'il y ait une petite promotion sur quelques-uns de mes patrons la semaine prochaine. Donc voilà, ouvrez l'œil sur Instagram et sur Ravelry. Si ça marche, je ferai les annonces. Mais voilà, gardez l'œil ouvert. Voilà, si jamais vous avez envie de faire quelques cadeaux de Noël et que vous ne pouvez pas malheureusement vous permettre de payer les patrons à leur plein prix. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. C'est tout sur Cherrywood, donc qui
que j'aime beaucoup personnellement. J'aime bien le porter, la laine est très agréable. J'aime beaucoup la forme qui est cosy, voilà, qui a quand même un peu d'aisance. J'aime bien. Voilà. Il est, comme je vous dis, plus ajusté que mes autres pulls. Donc je le trouve, j'essaie de bomber la poitrine pour vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on est mieux fait. Bref. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et j'aime énormément ce motif dont je vais reparler dans quelques minutes. Mais voilà. Je vais passer à autre chose, et il serait temps. Il y a quelques mois, pas mal de mois là encore une fois, je suis Miss, je reviens vers les personnes 9 mois plus tard. J'ai été contactée par la marque Yarn Vibes, donc qui est une marque irlandaise, bien irlandaise, on va y revenir, qui s'attache à revaloriser la laine irlandaise et le processus de fabrication de laine irlandaise, et qui propose du coup des écheveaux de laine naturelle sur leur site, donc c'est Yarn Vibes, et ils m'avaient contacté pour me demander si j'avais envie de tester leur laine et éventuellement de vous en parler. Donc leur processus m'avait l'air intéressant, donc je dis oui. Et donc ils ont eu la gentillesse de m'envoyer beaucoup trop de laine. Du coup ils m'avaient demandé qu'est-ce qui m'intéresserait, j'ai juste listé des choses qui m'intéressaient en disant bah envoyez-moi ce qui vous embête le moins dans cette liste, et en fait ils m'ont tout envoyé. Voilà, merci. Ils ont plusieurs gammes de laine, c'est en fait la même fibre qui est présentée en poids différents, donc vous avez de la Sport et vous avez de la Worsted / Aran, donc la laine plus épaisse. Soit teint en couleur unie, soit teint en couleur variée, et vous avez aussi des kits, des petits kits de 4 couleurs assorties, c'est ça, c'est 4, je sais compter, hein. Oui, de 4 couleurs assorties qui vont bien ensemble du coup pour faire des mini projets. Donc moi j'ai reçu 2 écheveaux de leur gamme Veil, donc qui est leur gamme teinte de façon unie. 2 écheveaux avec lesquels j'ai fait, je ne sais pas parler, quelle horreur, avec lesquels j'ai fait ceci, dont je ne vous parle pas spécialement, mais gardez l'œil ouvert là encore. Ceci est une petite surprise pour très bientôt. Voilà. J'ai pris la laine Worsted / Aran à chaque fois, donc la laine épaisse. J'aime énormément son toucher. C'est rustique, mais c'est le type de rustique qui ne pique pas. Du coup, c'est sec, mais ce n'est pas piquant. Et une fois lavé, c'est magnifique. Je vous montre juste le rendu sur le jacquard. Je trouve que ça fonctionne super bien. Ça fait un tissu qui est très lisse, c'est très joli. C'est extrêmement chaud, épais et dense. Et quand on regarde l'intérieur, du coup, tout s'est lissé forcément sur un jacquard, et c'est très très agréable à porter. Pour moi, je trouve, alors évidemment si vous êtes sensible, pas forcément sur des choses à même la peau, mais c'est hyper chaud, c'est une laine qui est hyper dense, qui gonfle, qui est déjà épaisse dans sa qualité Worsted, mais qui en plus gonfle énormément. Donc c'est de la laine pure irlandaise, hein, non superwash évidemment. Et voilà, donc les moufles, on en reparlera. Voilà. Et ils m'ont aussi envoyé un kit, donc un des kits qui propose 4 couleurs assorties. Donc moi c'est le kit Rose Hip. Et du coup c'est 4 couleurs assorties qui vous permettent de faire un projet. Et donc j'avais envie de tester, de les associer. Mon dieu, de les associer ensemble. Et ça va aujourd'hui. Et de faire un projet avec ce kit pour vous montrer un petit peu ce qu'il était possible de faire avec ce kit. Donc il y a environ un peu moins de... Il y a 180 mètres je crois dans chaque kit quand vous prenez la version épaisse, la version Worsted. Et moi j'ai fait un bonnet. Voilà. Donc c'est le kit Rose Hip qui vient donc avec ce rouge, le gris, ce jaune vert et le orange. Et donc il me reste forcément du vert et du orange, mais j'ai un peu épuisé mon rouge et mon vert pour faire un bonnet qui est assez gourmand en laine. Donc voilà, si vous faites un bonnet normal ou une paire de moufles, je vais utiliser très peu de laine pour les moufles.
ou une paire de moufles, ou même un tour de cou. Je pense que ça fonctionne très bien. Vous avez assez de laine pour faire ça. Je reviens sur le bonnet en lui-même après. Mais voilà, là encore une fois, je voulais voir en fait ce que ça donnait en texture. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Donc au niveau, si vous voulez faire des torsades aussi, ça peut être très intéressant. Vous aurez vraiment ce côté naturel, un peu flouté de torsade. Avec de la vraie laine irlandaise. Donc encore une fois, c'est un truc qui est super mastoc, qui est super épais, qui est chaud, qui est absolument incroyable. Et voilà, j'aime beaucoup la laine. En fait, quand j'ai reçu la laine, j'ai tout de suite voulu créer des modèles avec. Je me suis dit, tiens, ça peut être vraiment intéressant parce qu'elle est vraiment particulière. Et voilà ce que j'ai fait avec le petit kit. Donc ça, encore une fois, c'est le coloris rose hip. Donc vous avez différents coloris avec différentes associations de couleurs. Au niveau des prix de la laine, elle est assez chère. Alors pas tellement si vous prenez le kit, je trouve que c'est bien de prendre le kit parce que du coup c'était une trentaine de dollars le kit. Et alors je dis dollars parce que les prix sont en dollars, parce que leur site est assez marketé et assez axé vers une clientèle nord-américaine, j'en parlerai après. Du coup c'est pas mal écrit en dollars et je vous avoue je ne sais plus le prix en euros, mais voilà, c'est une trentaine, un peu plus de 30 dollars / euros pour 180 mètres. Donc oui, c'est un peu cher. Après voilà, vous avez un kit tout fait avec différents coloris. Ça revient moins cher que d'acheter un écheveau de chaque si vous voulez faire un petit accessoire multicolore. Et vous avez une laine de bonne qualité, authentique, fait en Irlande par des Irlandais, très très local. Donc c'est un peu cher, justifié je pense par le travail qu'il y a derrière. Mais voilà, par exemple un grand écheveau du type ceux que j'ai utilisé pour ces moufles, un grand écheveau c'est aussi une trentaine d'euros / dollars. Donc voilà, ça vous situe un petit peu, on est quand même en haut de la gamme de prix. C'est pour ça que je pense que si vous voulez tester, ou si vous n'avez pas forcément les moyens mais que cette laine vous intéresse, je pense que le petit système de kit c'est vraiment pas mal, parce que ça permet d'avoir plein de couleurs et de se faire un projet à une trentaine d'euros, plutôt que voilà, d'acheter plusieurs écheveaux et là du coup ça monte. Voilà. J'en ai parlé sur Instagram et il y a quelqu'un qui très justement m'a demandé du coup, parce que c'est vrai que la marque vraiment est très engagée sur le renouveau de l'industrie, les news en Irlande et vraiment produire quelque chose de local et d'authentique. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé du coup, mais pourquoi est-ce que c'est une entreprise américaine? Mais c'est pas, voilà, en fait c'est pas une entreprise américaine. Mais je comprends tout à fait la confusion parce qu'effectivement, déjà leurs frais de port sont gratuits vers les États-Unis et le Canada. Et comme je vous dis, pas mal d'éléments sont en dollars américains, états-uniens. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que j'avais pas du tout pensé, mais effectivement il y a une tendance, de ce que me disait cette personne dans les commentaires et de ce que moi j'avais entendu auparavant après, ça m'a rappelé ça. Il y a une énorme, c'est vraiment très à la mode, les laines irlandaises authentiques machin, notamment aux États-Unis. Et du coup je comprends pourquoi c'est marketé vers eux, mais ça peut prêter à confusion parce qu'il y a pas mal d'entreprises du coup étrangères à l'Irlande qui utilisent les laines irlandaises et qui utilisent cette histoire là et ce renom de laine irlandaise alors que c'est pas produit sur place du tout. Et donc du coup, enfin, voilà, on importe la laine à un endroit et on la file à un autre et on la renvoie à un autre. Enfin, voilà, du coup c'est un peu contradictoire avec l'esprit local et authentique. Dans le cas de Yarn Vibes, du coup non, effectivement. Je m'étais pas posé la question parce que leur numéro de téléphone est en Irlande, tout est en Irlande, moi mon colis est venu d'Irlande, alors du coup je m'étais pas posé la question, mais c'est bien d'y penser parce que c'est vrai que c'est une situation qui est pas terrible. Si vous comprenez l'anglais,
Vous avez Grace, donc de Babbles Traveling Yarns, qui est une teinturière et une podcasteuse irlandaise, qui a un podcast sur YouTube et qui est très engagée localement. Donc elle fait du tissage, du tricot, elle fait plein de choses, elle file aussi, et elle est très engagée dans, par exemple, dans ces guildes de tissage et de filage en Irlande où elle vit. Il me semble qu'elle vit dans le sud de l'Irlande. Elle fait des retraites aussi en Irlande, voilà, des choses comme ça. Des retraites, ouais, vous avez compris quoi, des petites réunions en Irlande, et elle parle pas mal de ça en fait, du fait que de la situation de l'industrie de la laine en Irlande, qui est pas terrible, du fait du joug anglais voilà, et de tout ce qui a été fait pour un petit peu écraser ce travail ancestral. Donc voilà, en plus elle est très drôle, Grace, j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous comprenez l'anglais et que ces sujets vous intéressent, vous pouvez la suivre, et elle en parle de temps en temps. Mais voilà, du coup, c'était très drôle parce que dans les commentaires, je parlais en français, j'ai oublié ton pseudo, avec cette personne qui m'avait demandé, du coup, mais c'est une entreprise américaine, qu'est-ce que quoi, et du coup j'ai tagué Grace en lui disant mais je sais pas si tu connais elle en parle aussi, et du coup la pauvre Grace qui est arrivée, qui parle un petit peu français et du coup qui a essayé de comprendre ce qu'on disait, du coup voilà, qui est venue nous préciser des choses. Et donc effectivement Yarn Vibes, il travaille avec une des deux seules entreprises de nettoyage de laine qui reste encore en Irlande et qui travaille encore avec les bergers, avec les laines de pays d'Irlande. Voilà, petite précision. Je pense que j'ai tout dit sur Yarn Vibes, du coup voilà, j'étais très touchée qu'ils veuillent me contacter. Je dis souvent non hein, sur ce genre de choses, surtout quand c'est des entreprises. Voilà, non. Je ne citerai pas de nom, mais voilà, non. Des fois c'est non, tout simplement. Donc je dis rarement oui, mais quand je dis oui, c'est que je suis vraiment curieuse, et là je suis plutôt contente, et du coup voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Comme je vous dis, les kits sont à mon sens une bonne idée. De cadeaux aussi, tiens. Voilà. Au niveau de qu'est-ce que c'est que ça, j'avais une idée, je mets des cheveux partout, j'avais une idée de faire un bonnet qui mêlait torsade et jacquard, et donc j'ai fait ce test avec ces laines là, test qui n'est pas hyper concluant, qui avait besoin d'être peaufiné. Vous voyez en fait là, voilà, ça fait ça, il y a du jacquard au milieu, voilà. Et du coup j'avais envie de poursuivre ce test, et j'ai refait un autre bonnet dont je vais vous mettre la photo ici, un peu sur le même principe, du coup, qui utilise des torsades et qui a le jacquard au milieu, et qui fait des petites formes hexagonales au niveau des torsades, avec un pointillé de jacquard au milieu. Et donc j'étais très contente de mon bonnet qui ressemble à une fraise. Je l'adore, je le trouvais super. Et j'étais très excitée de travailler dessus, et je pensais le publier du coup l'année prochaine. Et il me plaisait beaucoup. Et un soir, je me balade sur Ravelry sur mon téléphone, comme tout le monde, la nuit, et que vois-je? Je vois que une créatrice, alors son prénom c'est Marie, et j'ai oublié son nom de famille, ça commence par un P. 3 patrons, exactement la même chose, qui ont été publiés du coup il y a 2 semaines. Vous les avez peut-être vus parce qu'ils étaient sur la première page de Ravelry à juste titre, parce que c'est très joli. Donc c'était Reversible Honeycomb, donc honeycomb réversible, et donc il y avait un bonnet, un col et une écharpe avec là, exactement le même motif, avec une technique complètement différente. C'est très marrant d'ailleurs, en fait c'est d'après ce que j'ai compris en regardant la page Ravelry, parce que du coup j'étais curieuse, je trouvais ça très ingénieux, c'est réversible parce que c'est du point mousse et c'est des torsades réversibles, donc c'est super intelligent. Donc c'est du point mousse, c'est pas du jacquard, donc ça fait des lignes de jacquard, mais bon, vous avez vu mon bonnet, c'est pareil. Voilà, l'aspect est exactement le même si la technique est complètement différente. Et du coup, voilà, c'était pas la peine
que je continue avec mon bonnet parce que voilà, même si la technique est différente, enfin, le rendu visuel était tout pareil. Et du coup, je me suis dit, bah zut, zut, ça marche pas. Et alors, ça commence à me fatiguer parce que j'ai un peu une malédiction en ce moment sur ça. Depuis, ça m'a un peu miné le moral. Je vous avoue, pas spécialement celui-là. En fait, pas quand c'est moi qui m'en rends compte et enfin juste voilà, il n'y a pas de problème quoi. C'est moi qui prends la décision de pas poursuivre une idée de modèle. Mais en fait, ça a commencé cet été où j'ai publié une étoile en dentelle. Et un mois après, une autre créatrice publie, là pour le coup, exactement la même chose, c'est-à-dire une étoile rectangulaire avec le même point de dentelle. Et donc, bon, c'est une créatrice qui est vous pouvez chercher, vous allez trouver. C'est une créatrice qui est extrêmement connue, il n'y a pas de. Enfin voilà, il n'y a jamais de la vie. Jamais de la vie. Je n'allais aller la voir en disant excusez-moi madame. Mais du coup, en fait, c'était voilà, la première fois, je me suis dit, ok, du coup c'est marrant, je l'ai pris en mode, bah, j'ai eu une bonne idée, quoi, en fait, voilà. si cette personne dont j'admire énormément le travail, alors le patron est pas exactement, enfin, si, ouais, c'est le même truc, mais bon, il y a quelques petites différences. J'admire énormément son travail, je me dis, si elle a un peu le même esprit, je me dis, bon, c'est assez flatteur pour moi, donc j'étais contente, il n'y a pas de souci. Et puis, arrive deux, trois fois où pareil, j'ai une idée, je commence à travailler sur un truc et en même temps je vois qu'une autre créatrice, et ben elle fait la même chose. Et du coup je dis ah. Et c'est arrivé 2-3 fois et quand je l'attrape à temps, comme là ça a été le cas avec le bonnet, il n'y a pas de souci. Voilà, quand c'est trop proche, évidemment que ça ne sert à rien. En fait, je le prends aussi un petit peu dans le sens où bah tant mieux, il y a quelqu'un d'autre qui s'est embêté à le faire, donc c'est bon. Moi je peux essayer autre chose. Mais je voulais un petit peu parler de l'originalité des modèles. J'ai brièvement abordé le sujet la dernière fois au début, de l'originalité des modèles, des modèles qui se ressemblent, qui utilisent le même type de points, des choses comme ça. Bah ça arrive et je vois très peu de designers en parler ouvertement. Et je trouve que c'est assez malsain parce que le problème c'est que du coup on est dans une espèce de paranoïa complète, de peur soit d'être copié, mais de mon côté c'est l'inverse, j'ai peur par inadvertance qu'on me voilà de sortir. Imaginez là j'aurais pas vu ces modèles parce que c'est l'espace de quoi, enfin j'étais pas allée sur Ravelry cette nuit là, je les aurais pas vus et c'est juste dommage parce que même si finalement au départ il n'y a pas de copie, ce n'est pas volontaire, bah c'est quand même ennuyeux, c'est quand même gênant, et c'est quand même voilà, ça mine un peu le moral. Et voilà, et du coup je trouve qu'on est tous dans cette espèce de paranoïa et ça fait un climat qui est vachement malsain parce qu'on n'en parle pas trop entre nous. Et du coup, il y a cette espèce de relent négatif où chacun est un peu retranché dans sa paroisse. Ça me fait penser bah voilà, au sens original du post de Rachel dont on parlait la dernière fois. Voilà, c'est un peu lié à ça, à peut-être une saturation de créativité dans le marché peut-être, et du coup, chacun a un peu envie de mettre des barrières et de se dire ah, mais moi je suis là, moi je suis toute seule et c'est moi qui importe, et du coup bah enfin voilà, il faut surtout pas admettre que éventuellement il peut y avoir des fois où bah oui, on peut avoir les mêmes idées, on a tous les mêmes ressources en termes de dictionnaire de points, et oui, il y a des dictionnaires de points où il y a certains points qui sont extrêmement populaires et vous pouvez facilement vous amuser quand vous en repérez un à retrouver tous les patrons qui utilisent le même point, et ça arrive. Et je pense que le fait de ne pas être transparente à ce sujet-là, à pas dire d'où vient notre inspiration,
ça pose problème parce qu'après on donne le sentiment peut-être au tricoteur qu'on invente des choses et qu'on a la propriété sur des choses alors que ce n'est pas le cas. Et du coup ça crée ça crée des situations où les gens vont prendre parti et où vont dire un tel a copié une telle, et où les gens vont s'imaginer qu'il y a des rivalités entre designers et des gens qui... Et c'est un univers un peu vraiment, c'est vraiment le mot, c'est malsain, c'est pas agréable, c'est passif-agressif, on se dit pas les choses, on n'est pas honnête et on a juste le sentiment, moi aussi, hein, et on a juste le sentiment, on a toujours ce doute, mais est-ce qu'elle m'a copié en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est pas juste, enfin voilà, des choses comme ça, alors que non, ce sont des choses qui arrivent. Alors, je fais vraiment une distinction énorme et je pense que tout se rejoint un peu parce que le fait qu'il y ait cette incertitude générale et ce climat un peu paranoïaque, pour moi ça empêche vraiment de se défendre quand il y a un plagiat avéré, parce qu'il y a des plagiats avérés qui sont... Après c'est une question de bon sens, hein. Quand vraiment les choses se ressemblent et sont copiées-collées, vous le voyez, il n'y a aucun doute. Et là, le problème, c'est que vu qu'on est dans un climat malsain où tout le monde se dit oui, mais de toute façon, on se copie tous, machin, rien n'appartient à personne, et on n'est pas honnête dans notre démarche de création, et bah du coup, quand une grande entreprise, type Drops, type We Are Knitters, copie, mais vraiment le même point, la même construction, le point est mis pareil, le même stylisme sur les photos, le même échantillon, tout est pareil, et ben là on peut rien dire parce qu'ils vont nous sortir oui bah le point c'est pas toi qui l'as inventé, machin bidule. Et bon, du coup je pense que le fait qu'entre designers on n'en parle pas forcément quand les choses arrivent de manière accidentelle, bah ça nous empêche aussi de nous défendre contre le vrai plagiat. Il y a du vrai plagiat et il y a surtout, et je pense que ça on s'en rend moins compte, un plagiat qui n'est pas visible, parce que nous en tant que de l'extérieur en fait on va voir deux modèles avec le même point et on va se dire ah mais il y a plagiat, même si le modèle n'a rien à voir. Même si bah, le point il appartient à personne, même si le point a été trouvé de manière différente par différentes personnes. Ça me fait penser, j'ai partagé il y a quelques mois un modèle d'un châle, un très joli châle avec un point mosaïque dessus, et quelqu'un m'avait contacté sans problème en me disant mais je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que fait Moonstruck Knits sur Instagram, donc qui est Natacha quelque chose, qui est une designer, une créatrice danoise, donc c'est Moonstruck Knits sur internet, vous savez qui c'est, elle fait vraiment des choses absolument magnifiques, et elle utilise pas mal le point mosaïque. Et du coup, dans la tête des gens, point mosaïque, ça lui appartient. Alors que pas du tout, le point mosaïque c'est très vieux, il y a des dictionnaires de points mosaïques, enfin voilà, qui datent de il y a 50, 60 ans. 60 ans, non. Et du coup non, enfin quand le modèle est complètement différent, c'est pas parce qu'elles utilisent le même point qu'elles se sont copiées, pas du tout. Et du coup, nous de l'extérieur, on va s'arrêter à un point qui est le même. Mais le problème c'est que le plagiat le plus insidieux, c'est celui qui ne se voit pas. C'est les personnes qui copient une construction, qui copient des chiffres et qui juste collent un point différent dessus. Et comme le point est différent, vous allez vous dire bah, c'est pas le même modèle. Alors que tout le travail mathématique, le travail profond de construction, là, a été copié. C'est tout simple. Est-ce que quand on crée son modèle, on a un autre patron à côté pour copier, pour vérifier? Ou est-ce que l'idée juste vient de nous et on a fait notre truc dans notre coin en utilisant certes des techniques, des influences de style qui nous sont communes à tous, et le résultat final est mince, ça ressemble à quelque chose d'autre. Bon. Et je pense qu'il faut faire, voilà, faut avoir du bon sens pour arriver à reconnaître quand quelque chose est vraiment copié-collé ou quand quelque chose bah, juste utilise un principe qui est extrêmement commun dans le tricot. Mais le problème c'est que comme on n'en parle jamais,
et bah comme je vous dis, on est tous un petit peu à cran là-dessus, et on se saute un peu tous à la gorge, et juste, enfin c'est assez désagréable. Pourquoi quand vous avez l'impression que quelqu'un copie quelqu'un d'autre, vous n'allez pas juste prévenir le créateur en question, peut-être il n'a pas vu que tel autre modèle existait et lui ressemblait, juste voilà pourquoi. Pourquoi vous venez me dire à moi que le modèle d'un tel que j'ai partagé sur Instagram parce que je l'aimais bien ressemble beaucoup à celui de l'autre, et ne me parlez pas à moi, c'est pas mon problème. Voilà, ça montre bien que dans votre tête, bah déjà il y a plagiat et cette personne est malhonnête, et cette personne, je peux pas aller lui parler normalement tout simplement et lui dire bah regarde il y a ça, est-ce que ça se ressemble pas un peu trop, qu'est-ce que t'en penses? Et voilà, parce que si on était un peu plus... Je vais dans tous les sens, hein, mais je pense que... Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que si on était un peu plus transparent et un peu plus dans la discussion, ce serait un petit peu plus agréable pour tous. Parce que là, c'est vrai qu'on... on travaille sur un truc, on est tout content, on le montre, et là, personne nous dit rien à nous. Mais 2 jours après, on va voir chez quelqu'un d'autre, ah, un copier, machin. Voilà. Quand c'est une copie accidentelle, moi, mon point de vue, c'est est-ce que c'est trop tard ou pas? Si c'est pas trop tard, évidemment, et que les modèles vraiment se ressemblent trop. Parce qu'il y a ça aussi, il y a souvent, vous avez l'impression que les choses sont exactement les mêmes, alors que pas forcément. Et il y a aussi le fait que certaines personnes considèrent que un modèle extrêmement simple et minimaliste ne peut pas être reproduit. Enfin voilà, par exemple, il y a quelqu'un qui va dire qu'un raglan, ça appartient à quelqu'un et du coup plus personne peut faire un raglan tout simple. Non. Encore une fois, si vous parlez l'anglais, vous avez Claire de Sister Mountain, donc qui est une designeuse que j'aime beaucoup, qui fait des modèles très minimalistes. J'aime beaucoup tout le monde, je pense que vous l'avez remarqué. Qui fait des modèles très minimalistes. Et alors elle a un blog où elle parle beaucoup du processus de création de design, et ça vraiment j'aimerais que tout le monde fasse comme ça, que tout le monde soit aussi ouvert. Elle partage déjà énormément de ressources. Si vous êtes créateur, elle partage énormément de ressources sur comment grader un pull, sur les différentes techniques pour calculer le métrage pour les différentes tailles, etc. Et elle a aussi écrit un article sur ça. Comment on fait quand les modèles se ressemblent accidentellement, les questions d'originalité. Et elle en particulier, elle fait des modèles qui sont très minimalistes, donc elle va faire quoi? Elle va faire un pull tout simple en jersey et juste, peut-être la bande de côte, ce sera un motif de côte particulier, mais du coup là le risque que quelqu'un d'autre ait déjà utilisé ce même point est très fort, et le problème quand on fait des choses minimalistes, c'est que la ressemblance arrive plus facilement. Et voilà, et elle dit ça aussi un petit peu, que la solution c'est juste d'être honnête dans sa démarche, et que si votre modèle vient vraiment de vous et que la ressemblance avec un autre est vraiment accidentelle ou n'est pas, tout simplement parce que c'est pas parce que jusqu'où ça va en fait. Si vous trouvez que telle torsade ou tel point de dentelle doit appartenir à quelqu'un, du coup on n'a plus le droit d'utiliser les côtes, on n'a plus le droit d'utiliser des choses très simples, d'utiliser des choses vraiment basiques qui sont universelles, juste parce que ça va vous faire penser au modèle de quelqu'un d'autre, même si au final c'est pas du tout la même réalisation. Bref. Je sais plus où j'en suis. Je pars un peu dans tous les sens. Voilà, ce que je veux dire, c'est que quand il y a ressemblance, vraiment, parce que des fois on sort des trucs où ça n'a rien à voir, et vraiment bon, je pense que ça vient aussi de ce malentendu sur le fait que les designers inventent des points, ce qui est parfois le cas bien sûr, il n'y a pas de souci, et sur le fait que les choses appartiennent à telle ou telle personne. Moi c'est compliqué de dire que t'as inventé quelque chose, que t'as créé quelque chose. Les personnes qui ont vraiment inventé des choses, qui ont vraiment inventé des constructions ou des points, c'est assez amusant parce qu'en général ils sont très ouverts
aux emprunts. Je pense par exemple à la personne qui a inventé le ziggurat méthode. Donc c'est une méthode de faire des manches contiguës depuis le haut sans jamais couper le fil. Ça s'appelle ziggurat en anglais. Et elle a aucun problème avec le fait que les designers utilisent sa méthode. Elle a publié un livre avec plusieurs modèles utilisant cette méthode. Et en fait, si vous voulez utiliser cette méthode, il n'y a aucun souci. Et d'après ce que j'ai compris, voilà, d'autres designers l'ont contactée et elle a dit mais il n'y a pas de problème. Et il suffit juste de rendre à César ce qui est à César et de dire que la méthode originelle est partie du travail de cette personne. Pareil pour les points japonais. Je trouve que c'est important de le dire, voilà, peut-être d'où vient telle ou telle construction, d'où nous vient tel ou tel point, parce que faire comme si on avait le génie incarné et que tout venait de notre propre tête. Putain, c'est déjà une heure que que tout venait de notre imagination, alors que c'est pas le cas. Du coup ça donne l'impression aux gens que on a inventé des choses et que des choses nous appartiennent, alors que c'est pas le cas. Du coup, je vais y arriver. Quand c'est accidentel, est-ce que c'est trop tard ou pas? Si c'est pas trop tard, juste tant pis, on fait autre chose. Je veux dire, il y a tellement de choses à inventer, tellement de choses à faire, c'est pas grave. J'aime beaucoup je comprends que ce soit difficile quand on est attaché à un point. Moi par exemple, j'aime beaucoup ce point-là, et j'avais l'idée de faire un châle bicolore, en fait, où la couleur contrastante ferait juste ça. Et je pense que vous avez vu, Mélodie du coup de B Mandarine, elle est en train de faire un col et une écharpe, il me semble, un peu sur ce principe. Alors c'est sensiblement le même point, je crois, mais c'est juste que c'est plus resserré, c'est très très joli. Et du coup, j'aurais pas fait autre chose. Donc elle est en train de faire ce que moi j'aurais fait. Donc juste voilà. Allez voir le sien parce que c'est super beau en plus. Elle le fait en Cyrano, il me semble, des Rerum Natura, donc c'est hyper doudou, elle met des franges en plus, c'est très très joli. Je voulais faire un châle comme ça, je vois que quelqu'un d'autre est en train de faire quelque chose qui y ressemble trop. Pour moi, il n'y a pas besoin que je m'embête à faire ça, et bon, j'ai suffisamment d'autres idées pour faire autre chose. Mais quand c'est trop tard, je pense qu'il faut qu'on communique et qu'il faut qu'on se mette d'accord et qu'on voit qu'est-ce qu'on fait, quoi. Parce que si on reste chacun retranché dans notre coin et qu'on n'en parle pas ouvertement, c'est triste, et voilà, et encore une fois c'est malsain et les gens imaginent qu'il y a des rivalités et moi j'aime pas ces ambiances où les gens où les gens voient de la malveillance là où il n'y en a pas forcément, parce qu'on est tellement habitué à ce que les choses soient négatives, à ce que les gens soient méchants. Bon, peut-être que je fais un peu bisounours, hein. Ouais, je pense que je fais un peu bisounours. Mais tant pis. Juste, voilà, j'ai pas... Ça me mine un peu le moral, cette ambiance, pour tout vous dire. Et du coup, moi j'ai décidé que j'allais arrêter de me prendre la tête. Et que... que moi j'allais juste être le plus transparente possible, et que quand les choses arrivent, ça arrive, et tant pis. Mais voilà, le fait de ne jamais... que la discussion se passe presque sans l'implication des créateurs sur ces thèmes-là, ça me perturbe. Voilà, je sais pas, j'ai pas de conclusion. Juste, je pense, soyons un peu plus transparents, parlons entre nous, parce qu'on a suffisamment de problèmes, comme je vous dis, avec le vrai plagiat, avec la sous-évaluation de notre travail. Voilà, je pense que c'est bien d'essayer de se soutenir un petit peu les uns les autres, et ça peut être aussi très enrichissant. Moi j'aime beaucoup l'idée, on a un point commun, ou une idée, ou une technique commune, et comme je vous dis, on essaie de trouver tous les patrons qui utilisent ce même point, et de voir à chaque fois un petit peu les possibilités et la personnalité de chaque créateur, avec la façon dont ils ont utilisé ce point. Et des fois on a
des résultats qui sont tellement différents et tellement intéressants. Et bah là du coup ça veut dire qu'on a plus de choix en fonction de ce qui nous correspond le mieux. Donc à partir du moment où les modèles ne se superposent pas tant que ça, on a un peu un problème aussi en France avec la notion que bah, si c'est dans le marché français, c'est à part. Bah non, enfin... Parce que j'ai ce sentiment que si on fait un modèle qui est trop proche de celui d'une autre créatrice française, c'est plus problématique que de le faire s'il est trop proche de celui d'une créatrice anglophone. Du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourrait se considérer créateur juste en traduisant des modèles, en copiant des modèles internationaux pour les proposer au marché français? Non. Ça c'est ce que font les sites russes qui volent les patrons et qui les traduisent et qui les mettent gratuitement en ligne. Voilà. Du coup pour moi diviser les marchés, je comprends parce qu'il y a cette histoire de communauté réduite et machin, mais bon aussi moi moi c'est 50-50 en fait, mes ventes de patrons, c'est 50% France, interrompu par mon chien qui me dit passe à autre chose, c'est trop long. Voilà, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, peut-être que la communauté française du coup est plus restreinte, du coup ça fait vite une saturation, bon, oui, mais d'un autre côté, il faut prendre en compte aussi le fait que les choses existent à l'international et qu'on peut pas nous cloisonner. Voilà, de la même façon que chaque créateur peut pas se cloisonner, selon moi, on peut pas cloisonner un marché francophone. Je suis vraiment partie. Ouh. Donc pour revenir à ce bonnet, du coup qui n'était plus possible. Donc si jamais cette version là vraiment hexagonale vous plaît, allez voir du coup le Reversible Honeycomb Hat, et il y a le col et l'écharpe aussi de Marie quelque chose, et parce que c'est génial, c'est mieux en fait au niveau de la technique, et enfin ça a l'air vraiment super. Mais du coup moi je voulais quand même, j'aimais beaucoup cette combinaison de couleurs, donc c'est Dererum Natura Ulysse, c'est le nouveau coloris Merlot, qui est trop beau, ce bordeaux très très foncé, absolument magnifique, et j'ai une quantité pull en Gilliatt, quantité gilet en Gilliatt puisque je vais faire un gilet Gilliatt, et argile, et j'aimais beaucoup ce combo, et j'aimais beaucoup l'idée de mélanger au niveau de la technique vraiment juste des torsades et du jacquard, vraiment d'associer ces deux techniques là. Et au final, bon du coup j'ai défait mon bonnet, je me suis dit bon qu'est-ce que... j'ai réfléchi j'ai laissé quelques jours mijoter, essayer de penser à autre chose, ce qui était du coup assez difficile parce que j'avais mon truc hexagonal dans la tête. Et au final je me suis dit mais tant qu'en fait je fais un motif de torsade qui laisse de l'espace vide, ça fonctionne. Et du coup j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus architectural, un petit peu plus élevé, on dirait un peu une cathédrale, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, donc en fait il y a voilà, deux petites torsades ici, une plus espacée ici, et ça fait comme des tubes d'un orgue ou quelque chose comme ça, et je trouve ça vachement chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. J'aime beaucoup le rendu, ça fait vraiment... par rapport au motif du coup de hexagonal, qui fait un petit peu motif de ruche de nid d'abeille en fait, voilà c'est comme ça qu'on dit, je trouve que ça reste quelque chose qui est visiblement géométrique mais qui a un côté un petit peu organique aussi parce que c'est moins régulier, parce qu'ici vous avez les grosses gouttes ici, voilà. Et du coup au centre vous avez toujours ce jacquard en point, donc c'est vraiment juste un point de chaque couleur parce que je voulais que ça reste accessible. Et j'adore, c'est super sympa à tricoter. Alors il faut croiser les fils hein, de temps en temps quand on fait des gros croisements. Ici on se retrouve avec 8-10 mailles sans couleur contrastante, donc il faut croiser les fils. Mais le rythme est hyper intéressant et c'est assez accessible en fait parce que
bah, vous suivez la grille et vous avez le jacquard, et à un moment vous avez juste 4 mailles d'une couleur, et c'est là que va se faire la torsade, et ça se tricote très vite. Moi j'ai trouvé ça hyper agréable. Je vais le mettre. Donc j'ai fait un bord-côte assez grand, et après voilà ce que j'avais envie qui descende bien sur les oreilles, j'ai trop de cheveux. Et après voilà le motif, donc le mien est un peu slouchy, pas trop, mais bon, si je tire plus et que je replie le bonnet, ça ferait plus bini. Et j'ai mis un gros pompon, parce que j'aime bien les pompons. Voilà, donc ce bonnet est en cours de test, enfin il faut que je l'envoie le patron, est en cours de test, et il sortira je pense l'année prochaine, peut-être en février, oui. Et donc, mais voilà, j'avais envie de vous montrer, de vous en parler un petit peu du coup pour aborder cette discussion. Ce podcast va être aussi long. J'ai commencé en disant que je voulais pas qu'il soit aussi long, et il le sera. Mais voilà, donc c'est... je vais l'emmener avec moi en Roumanie et faire des photos là-bas pendant mes vacances. Mais voilà, je trouve que ça fait un peu pyramidal. J'en reparlerai en février du coup quand il sortira, mais voilà, tout ça pour vous montrer un petit peu, c'est marrant voilà, l'évolution d'une idée vers ce qui sera le modèle fini, avec moult rebondissements entre temps. Autre chose, j'ai fini mon bandeau Melon de Sari Nordlund, donc qui est un superbe bandeau torsadé avec ses mini-mailles glissées ici, torsade, tout ça. Voilà. Je vous l'avais montré quand j'avais commencé à le tricoter. Et je le trouve super. Il est où le bas? J'en suis super contente. Plutôt facile à tricoter. Si vous avez déjà fait des torsades, il n'y a pas de souci. Voilà, vous faites le tube. Je l'ai bloqué. Moi, j'ai bloqué en mettant un morceau de carton de la bonne largeur dedans. Et voilà, je l'ai cousu à la fin un peu en faisant un grafting, une couture toute bête, parce que il y a un tuto dans le patron pour une méthode de couture plus nette peut-être. Mais au moment où je voulais le faire, le site de Vogue sur lequel était le tutoriel vers lequel renvoyer Sari était en maintenance. Et du coup j'avais pas envie d'attendre, donc j'ai juste fait une couture un petit peu peut-être grossière, mais bon, c'est sur l'arrière de ma tête, ça ne se voit pas. Mais voilà pour mon bandeau Melon. J'arrive à le positionner. Donc ce sera mon bandeau un petit peu festif pour... C'est compliqué hein, de placer ses cheveux avec un bandeau. Ce sera mon bonnet un petit peu festif pour Noël. Donc je sais pas, je vois des paysages enneigés et faire des jolies photos avec ce bandeau. Je l'aime beaucoup, très très sympa à faire, très très beau, ça fait vraiment petit bijou. Je l'ai tricoté avec de la laine de Heidi Merino Yak et Soie, qui est je pense une laine excellente pour ce projet, qui a une superbe définition, qui brille avec la soie et le yak, enfin c'est très très joli. Ça c'est le coloris grenat, mais voilà, je l'aime beaucoup ce petit bandeau. J'ai pas grand chose de plus à vous dire dessus parce que j'en avais pas mal parlé quand j'avais commencé à tricoter. Je voulais juste vous le montrer. Voilà, il est fini, il est joli, je vais le garder, tiens. Ça fait un peu rétro. J'essaie de m'arranger les cheveux. Voilà. Je sais que pas mal d'entre vous m'avaient demandé qu'est-ce qui devenait, puisque du coup ça fait un petit moment que je l'avais pas montré parce que j'avais fait d'autres projets entre temps et du coup il était un petit peu en pause, mais voilà, il est fait, il est fini, il est prêt pour les fêtes. Quoi de plus? Oui, dernier, alors là du coup j'enchaîne les projets super vite. Dernier projet, et là en fait je veux juste vous parler de la laine parce que j'ai fait des moufles convertibles pour ma maman pour son anniversaire qui arrive bientôt. Donc j'ai fait des moufles selon le même principe que ce qu'il y a dans mon patron à Alviera. Donc hop, voilà. Et
Et je voulais juste vous parler de la laine. J'ai utilisé de la Peruvian Highland Wool de Filcolana, donc de la laine de Pérou. Et juste je la trouve vraiment bien. C'est une laine qui est worsted à rang et qui est comme la Pernilla de Filcolana si vous la connaissez, mais plus épaisse. Et je l'aime beaucoup, je la trouve douce, c'est une laine naturelle mais douce qui reste à un prix abordable et qui est très chaude, qui a une belle définition, qui devrait super bien fonctionner en jacquard aussi parce qu'elle a des plein de petits fils et tout ça. Comme la Pernilla est une superbe laine et c'est vrai que c'est la version du coup plus épaisse. Donc je voulais juste vous en parler parce que si vous voulez faire des accessoires hivernaux, regardez chez Filcolana. En France, vous avez Triscott, Christine, qui a sa boutique Triscott, qui revend pas mal de la gamme de Filcolana. Et voilà, et je trouve que c'est une très bonne laine pour accessoires chauds d'hiver. Voilà, à un prix raisonnable, il me semble que c'est 4 ou 5 euros. La pelote du coup de 100 mètres, et comme c'est de la grosse laine, voilà. Donc voilà, des petites moufles convertibles, faut que je fasse les miennes. J'ai 2 pelotes grises pour m'en faire aussi, pour emmener en Roumanie pendant les vacances. On enchaîne. Un en cours pour terminer ce podcast. Je vous ai montré la dernière fois la version A du pull Ryu, donc qui sera mon raglan un petit peu à option. Donc la version A qui est destinée à mon copain qui est parti loin en Roumanie via la poste, qu'il est censé le récupérer aujourd'hui, le colis, j'espère que tout va bien. Donc la version A qui était un raglan tout simple avec une encolure en côte, un corps droit, un bord en côte, tout est normal et ce point texturé sur le côté du corps. Et donc là j'ai commencé la version B qui sera donc ma version, donc qui sera la version avec toutes les autres options, c'est-à-dire, et ça va être absolument immontrable vu que ce n'est pas bloqué, qui sera donc la version avec une encolure en I-cord, avec un cintrage, hop, je vais y arriver, cintré, et avec un bas du pull courbé façon chemise, voilà comme ceci. Donc ça c'est le dos, c'est plus grand que le devant. C'est plus long que le devant. Du coup, la dernière fois, je vous avais brièvement parlé de faire les bas des pulls en chemise et comme quoi je ne trouvais pas de patron français, donc vous m'avez donné quelques références. Vous avez le Abella de... j'ai oublié le pull Abella, vous le trouvez. Le Otto de Paul TB. Mais du coup, voilà, qui ont une courbe, mais qui est assez petite, assez discrète. Donc c'est très joli aussi, c'est délicat, mais moi je pensais vraiment faire quelque chose. Vous voyez qu'on n'est pas dans la discrétion hein, dans mon idée. C'était vraiment quelque chose de mastoc. Et du coup un pull qui a une courbure aussi marquée, c'est le pull Bambara, un pull col V Bambara de la droguerie, mais qui est en taille unique. Et on ne sait même pas quelle est cette taille unique. Donc je sais pas... Hein. Quand on pense que moi j'ai des remarques comme quoi mes patrons gradés sur plusieurs tailles c'est trop cher, je me demande comment la droguerie fait, hein, parce que voilà, le pull taille unique, on sait pas quelle taille c'est, mais effectivement il a une très jolie courbure sur le bas du pull. Bon voilà. Prix des patrons, hein, tout ça, voilà, une autre histoire pour un autre podcast de plus d'1 heure, hein. Mais voilà, donc ça va être ma version. Comme vous voyez, j'essaie d'aller vite avec. J'ai hâte de la bloquer parce que là pour le coup ça ressemble un peu à rien. Parce que entre le cintrage et les rangs raccourcis pour faire la courbure, ça lui donne vraiment une forme particulièrement ridicule tant que c'est pas bloqué. Mais voilà, j'utilise une combinaison de fils. Encore une fois, c'est le modèle du pas cher puisqu'on utilise Drops Flora, je le redis, vu que juste avant j'ai parlé de plagiat,
Drops a la fâcheuse tendance de copier des modèles de designers indépendants. Là pour le coup de manière pas du tout accidentelle, tellement c'est flagrant. Donc Drops Flora, mélange laine alpaga, et Osgarn Titicaca, le 100% alpaga. Donc c'est des teintes qui sont assez... Peut-être que je me ferai un panneau à chaque fois que je parle de Drops pour éviter de le répéter parce que je dois vous saouler. C'est des couleurs qui sont assez différentes. Là vous avez la naturelle, donc mon teinte, et le Titicaca c'est la Sandstone, donc qui est un petit peu plus beige. Et du coup ça fait un petit effet chiné que je trouve assez sympa. Voilà. Un peu fluffy, mais c'est surtout cet effet de couleurs mélangées que je trouve chouette. Là vous voyez sur le motif texturé qui ressort vraiment bien avec un fil fluffy. Là si ce pull vous voulez le faire avec une combinaison noire, ça c'est très joli. Avec le côté duft du mohair. Voilà. Faut que je le finisse, hein, vite, vite, vite. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout pour cet épisode qui aura encore été une fois... sabotage. Sabordé. Par une discussion qui va me causer des soucis. Mais voilà. Je vous retrouverai mi-décembre, du coup, juste avant de partir, je tournerai un podcast pour vous présenter le pull suivant de ma collection tout en rose. Et voilà, comme je vous dis, gardez l'œil ouvert pour la semaine prochaine, éventuellement quelque chose, et dans pas trop longtemps aussi, cette histoire de moufle. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je vous souhaite une très bonne fin du mois de novembre. Et alors, une fois qu'on va être en décembre, on aura le droit de commencer à préparer les fêtes. Donc voilà, calmez-vous avec les sapins et les décorations de Noël. Vous êtes en train de me rendre chèvre. Voilà. À très bientôt. Salut!